Dans cette partie, nous allons essayer de voir les sous-espaces stables, la définition et des propriétés avec des exemples et des exercices, et aussi la caractérisation par la matrice dans une base bien choisie. Et aussi la généralisation pour une somme directe des sous-espaces. Pour que U stabilise les sous-espaces F de I, il faut que la matrice dans une base bien choisie soit diagonale par bloc. Pour pouvoir dire qu'un sous-espace d'un espace vectoriel E est stable par un endomorphisme U de E, il faut que U de F soit inclus dans F. C'est-à-dire, pour n'importe quel élément X de cet sous-espace F, on doit avoir U de X reste dans F. Par exemple, le sous-espace 0E et le sous-espace E de E sont stables par n'importe quel endomorphisme, par U, quel que soit U, un endomorphisme de E. Pourquoi? Parce que si on a F est égal à 0E, alors un élément ici, c'est-à-dire U de 0E, on sait déjà que c'est 0E. Alors ceci reste aussi dans F, c'est-à-dire le singleton 0E. Donc n'importe quel endomorphisme est stable par le sous-espace réduit à l'élément nul. Et aussi si F est égal à E, le sous-espace E, alors quel que soit X appartienne à E, on sait que U de X reste appartient à E, parce qu'on suppose qu'on a un endomorphisme de E. Un endomorphisme de E, c'est-à-dire une application linéaire de E vers E. Si F est un sous-espace d'un espace E, si F est un sous-espace vectoriel de E, alors F est stable par les endomorphismes suivants. L'endomorphisme nul, parce que l'image par l'endomorphisme nul, 0 de x est toujours 0, et on sait que de 0 toujours appartient à f, parce que un sous-espace vectoriel toujours contient l'élément neutre, 0, E. Donc, l'application nulle est stable et stabilise n'importe quel sous-espace. D'autre part, aussi, elle est stable par l'identité de E. Parce que l'identité de E, c'est l'application de E vers l'endomorphisme de E vers E. À chaque X, on lui associe X lui-même. Et donc, quel que soit X appartienne à F, l'image de X par cet endomorphisme, c'est X qui est toujours dans F. Donc, n'importe quel sous-espace de E est stable par l'identité. Et d'une manière générale, les endomorphismes de cette forme-là, lambda fois l'identité de E. Parce que quel que soit X appartienne à F, pour n'importe quel sous-espace, lambda fois l'identité de E de X égale à lambda fois X appartiennent à F, parce que X appartient à F, et F est un sous-espace, donc stable par les combinaisons linéaires. On peut multiplier par un scalaire, elle reste dans F.
voilà, ça généralise les deux premiers cas. Parce que lambda, si lambda prend égal à 0, alors on est ici. Si lambda égale à 1, on est ici. Donc c'est plus général. Troisième exemple, je vais considérer l'endomorphisme de k de x vers kx. À chaque x, on lui associe, pardon, ici, à chaque polynôme p, on lui associe le polynôme x fois p' plus p. Alors, k de n de x, c'est-à-dire l'ensemble des polynômes de degré au plus est égal à n, est stable par phi. Pourquoi? En effet, soit je vais prendre un élément de f, soit p appartient à k n de x, et on va essayer de démontrer que phi de p, qui est égal à x fois p' plus p, reste dans k de n de x. Alors je dois démontrer que c'est un polynôme de degré au plus n. Alors on a clairement degré de phi de p et est égal à degré de x fois p' plus p, qui est inférieur ou égal au max de degré de x p' et aussi degré de p. Donc inférieur ou égal à degré de p et degré de x fois p'. Parce que, comme vous savez, degré de p plus q est inférieur ou égal au max de degré de p et degré de q. Et donc, on sait déjà que degré de produit x fois p' est égal à la somme des degrés, donc c'est degré de x plus degré de p', qui est égal à degré de x, c'est 1, donc 1 plus, et degré de p, on sait que c'est degré de p' égale degré de p moins 1. Et donc, ça fait degré de p qui est inférieur ou égal à n. Pourquoi ce degré-là est inférieur ou égal à n? Parce qu'on a p est un polynôme de kn de x. Donc, son degré inférieur ou égal à n. Alors, ça, c'est la première. Maintenant, on a aussi ici degré dans le max ça pour celui-là. Et maintenant pour donc degré de phi de p est inférieur ou égal à n. Pourquoi? Parce que le degré de p de n, ça, il est inférieur ou égal à n, parce que p est un polynôme appartenant à kn de x. Et on vient de démontrer que celui-là aussi est inférieur ou égal à n. Donc le max est inférieur ou égal à n. Et alors, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que phi de p appartient à phi de p
appartiennent à K de n de x. Lorsqu'on a un sous-espace F stable par un endomorphisme U de E, nous pourrions définir l'endomorphisme suivant U de F, qui représente la restriction de l'endomorphisme U sur le sous-espace F. La restriction est bien définie. Pourquoi? Parce que n'importe quel élément X de F, on est sûr que l'image reste dans F et de X dans F. Donc cet endomorphisme-là est bien défini. De plus, il est linéaire. J'ai dit un endomorphisme, donc il est linéaire. Pourquoi? Parce que U est un endomorphisme, donc est une application linéaire de E vers E. Alors en particulier, un endomorphisme est une application linéaire de F vers F. Dans le cas où F est stable par U. Alors, voilà, c'est ça ce que je viens de dire. U de F est un endomorphisme de F. C'est-à-dire que c'est une application linéaire de F vers F. Et U de F s'appelle l'endomorphisme induit de U sur F. Par exemple, l'image L-ker de U sont stables par U. L-ker de U est égal à l'endomorphisme nul. Alors pourquoi le ker de U est stable? Parce que si quel que soit x appartient à le ker de U, on a U de x égale à 0. Parce que c'est un élément de le ker. Un élément appartient au ker de U, c'est-à-dire son image égale à 0. Et donc ça toujours reste dans le ker de U. Pourquoi? Parce que le ker est un sous-espace. Et de 0, c'est 0. On sait déjà. Voilà, c'est pour cela, le ker est stable par I. De plus, quel que soit Y d'autre part, quel que soit Y appartient à l'image de U, est-ce que U de Y appartient à l'image de U? Oui. Parce que cet élément-là, c'est créé comme l'image de Y. Donc, il est dans l'image. Alors, la restriction ou bien l'endomorphisme induit sur le ker de U, c'est l'endomorphisme nul. Pourquoi? Parce que U de le ker de U, c'est l'endomorphisme qui est défini de ker de U vers le ker de U. Et à chaque élément X, son image par U, c'est 0. Donc, toutes les images de cette application-là sont nulles. C'est pour cela on a l'endomorphisme induit sur le ker de U, c'est l'endomorphisme nul. Maintenant, l'endomorphisme induit sur l'image et de l'image. C'est-à-dire l'endomorphisme de U de l'image, c'est l'endomorphisme qui est défini de l'image de U vers l'image de U. À chaque X, on lui associe U de X. Cette image-là, cet endomorphisme-là est surjectif, équivaut à ce que, parce que vous savez très bien qu'un endomorphisme U de E vers F, X vers U de X, un endomorphisme U est surjectif d'une manière générale, une application linéaire, équivaut à ce que U de F, c'est-à-dire l'image de tous les éléments, U de E, est égal à F. L'image de l'espace
égale à l'espace d'arrivée. Ça signifie que n'importe quel élément de F admet un antécédent. Donc en particulier, il faut que l'image ici, on applique ça ici, il faut que l'image de U, cet endomorphisme-là, de l'image de U, il faut qu'elle soit égale à l'image de I. C'est ça notre espace d'arrivée. C'est ça notre F. Et c'est ça notre E. Et donc, je vais écrire ici l'image de U est égale à U de l'image de U. Bien sûr, on parle sur l'endomorphisme induit sur l'image. Voilà, c'est ça la condition. I est égal à combien? Est égal à combien cet ensemble-là, ce espace-là? C'est exactement à l'image de U au carré. Il faut qu'il est égal à l'image de U. Donc, voilà, c'est ça la condition nécessaire et suffisante pour que l'endomorphisme induit sur l'image soit surjectif. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Pourquoi celui-là est égal à l'image de U au carré. Parce qu'un élément Y appartient à l'image de U, donc il s'écrit sous la forme l'image d'un certain élément, U de X. N'est-ce pas? Parce qu'un élément appartient à l'image, ça veut dire que c'est l'image d'un autre élément, X. Et alors, ce Y-là, ça égale à U de X au carré. Pardon, U de au carré de X. Parce qu'il y aura U de X. Et donc, ça, tous les éléments appartiennent à l'image de U au carré. Alors, l'image de tous les éléments, c'est l'image de U au carré. On va bien détailler ceci, juste rapidement. Car si Y appartient à l'image de U, alors U de Y appartient à l'image de U au carré. Car il existe, puisque ce Y il est dans l'image, donc il existe un X appartient à E tel que Y égale à U de X. Ainsi, U de Y, pourquoi notre U de Y il est dans l'image de U au carré? Parce que U de Y s'écrit sous la forme U de Y, c'est U de X. Donc c'est U au carré, U rho U de X qui est égal à U au carré de X. Donc voilà, ce U de Y là, on peut l'écrire sous forme U au carré de quelque chose. Donc la condition pour que l'endomorphisme induit sur l'image de U soit surjective, il suffit que l'image de U au carré est égale à l'image de U. D'une manière plus générale, le Kerr de l'endomorphisme induit sur un sous-espace F, c'est le Kerr de U inter F. Et l'image
de U de F, c'est U de F. Parce qu'on n'oublie pas que U de F, c'est un endomorphisme de F vers F, qui est défini par X, U de X. Donc l'image de cette application-là, donc c'est l'image exactement, les images de U des éléments de F. Donc c'est U de F. Ici, un élément U de X, U de F de X égale à 0. Alors on sait que ce X-là déjà appartient à F. De plus, l'expression de U de X, c'est U de F de X, c'est U de X aussi. Donc X aussi appartient à le quart de U. Alors ces deux-là, X appartient à F et X appartient à le quart de F, implique que X appartient à l'intersection quart de U inter F. Voici le premier exercice où on considère un espace E et deux endomorphismes de E. La première question montrait si U UV commute, c'est-à-dire U rho V égale V rho U, alors le quart et l'image sont stables par V, le quart et l'image de U. Deuxièmement, est-ce que toujours la réciproque est vraie, c'est-à-dire si le quart de U et le quart de l'image de U sont stables par V, est-ce que j'ai le droit de déduire que U et V commutent entre eux? Troisièmement, on déduit que, quel que soit lambda appartient à K, quart de U moins lambda l'identité de E et l'image de U moins lambda l'identité de E sont stables par U. Première question, on va d'abord démontrer que V de le quart de U est inclus dans le quart de U. Alors ici, j'aimerais bien démontrer que le quart de U est stable par V. Donc, je vais prendre un élément de quart de U, soit X appartient à un quart de U, et montrant que V de X appartient à un quart de U. On a, donc pour démontrer que V de X appartient à un quart de U, je vais calculer U de V de X et voir est-ce que ça est égal à 0 pour qu'elle soit dans le quart. Donc on a ça est égal à U rho V de X est égal encore une fois V rho U parce que les deux endomorphismes commutent entre eux et donc est égal à V de 0. Pourquoi? Parce que nous avons pris X dans le quart de U. C'est pour cela qu'on a 0. Et V de 0, c'est 0 parce que c'est un endomorphisme. D'où V de X appartient à le quart de U. Et donc, conclusion, quart de U est stable par V. Et maintenant, je vais essayer de démontrer que l'image de U, montrant que l'image de U est stable par V, c'est-à-dire V de l'image de U est inclus dans l'image de U. Pour ce faire, je vais prendre un élément, soit X ou bien Y appartient à l'image de U,
Et je vais essayer de montrer que V de Y reste dans l'image de U. Parce que c'est ça ce espace. Quel que soit X appartienne à F, est-ce que V de Y appartient à F? Pour dire que l'image de I est stable par V. Alors, il existe X appartient à E tel que Y égale à U de X. Ça, c'est juste la définition de Y appartient à l'image. Donc, V de Y, c'est V de U de X égale V rho U de X, qui est égal encore une fois à U rho V de X. Notre objectif, c'est de démontrer que V de Y est dans l'image. Pour avoir que V de Y est dans l'image de U, je dois l'écrire, c'est comme l'image d'un élément X1 ou bien X2. C'est-à-dire l'image d'un élément par U. C'est pour cela que j'ai essayé d'introduire U. Comment? Par le fait que Y est dans l'image de U. Donc Y s'écrit sous la forme de U de X. Et je cherche à obtenir V de Y sous la forme U de quelque chose. Donc c'est pour cela que j'ai essayé d'utiliser que V rho U est égal à U rho V. Donc est égal à V U de V de X, qui est égal encore une fois à U de X1. Où X1, c'est X1, c'est V de X. Juste, je le note comme ça, juste pour dire que on a U de quelque chose. Et alors, V de Y, qui est égal à U de X1, appartient à l'image de U. Parce que c'est l'image d'un élément de E. Et donc, voilà, c'est ça ce qu'on veut démontrer. Notre objectif, c'est de montrer que V de Y, elle est dans l'image. Conclusion, donc, le cœur, l'image, donc, l'image de U est stable par V. Question B, est-ce que la réciproque est vraie? C'est-à-dire, est-ce que si l'image de U et le cœur de U sont stables par V, est-ce que ceci implique que U rho V est égal à V rho U? Pour démontrer que la réciproque n'est pas vraie, il suffit de considérer U un isomorphisme, c'est-à-dire un endomorphisme bijectif. Pourquoi? Parce que dans ce cas, un isomorphisme, c'est une application linéaire injective. Donc le cœur est égal à 0,1. Et l'image, il est surjectif, donc l'image de U est égale à E.
parce qu'on suppose que ça c'est un endomorphisme de E vers E. Et alors, n'importe quel sous-espace, nous avons déjà fait cet exemple-là, n'importe quel endomorphisme est stable par le Kerr et par l'image, parce que est stable par 0E et par E. On a fait déjà cet exemple. Donc il suffit de choisir un isomorphisme plus une application, un autre endomorphisme tel que U rho V différent de V rho U. Vous pouvez considérer par exemple E est égal à R au carré, et de choisir un endomorphisme surjectif. Par exemple, U de X, Y de R au carré, ça va donner un élément de R au carré. On sait que un endomorphisme, on peut le représenter par une matrice. Donc pour qu'il soit bijectif, il faut que sa matrice soit inversible, le déterminant différent de 0. Vous pouvez choisir par exemple cette matrice-là, donc l'élément c'est X, et X plus Y. Cet endomorphisme-là est bijectif. Et V de X, Y, un autre endomorphisme, tel que U rho V est différent de V rho U. C'est-à-dire, il faut choisir un endomorphisme dont la matrice ne commute pas avec la matrice de U. Par exemple, 0, 1, 0. On sait que ce produit-là, 0, 0, 1, 0, est différent à ce produit-là. Pardon, 1 ici. Donc on a nécessairement U rho V différent de V rho U. Donc il faut 0, Y, ici, 0. C'est ça, la matrice de cet endomorphisme V. Et ça, juste, on a introduit les matrices juste pour voir les choses plus rapidement et facilement. Donc, on peut calculer U rho V de X, Y. Et on peut remarquer que c'est pas toujours égal à V rho U de X, Y. Pas toujours, pas pour n'importe quel X, Y. Et donc, U et V ne commettent pas entre eux. Donc, on pose E, on travaille sur R au carré. On considère U, l'endomorphisme de R au carré, vers R au carré défini par X, Y, vers X plus Y. Et V de R au carré vers R au carré, X, Y vers Y, 0. Alors, la première chose, l'image de U, ou bien le Kerr de U, est égal parce qu'un élément X, U de X, Y égale à 0, c'est encore une fois X plus Y égale à 0. 0, c'est-à-dire 0 de R au carré. Alors, X égale à 0. Je remplace ici par 0. Donc, nécessairement aussi Y égale à 0. Donc, c'est 0, 0. Et l'image de U est égale à R au carré. Car n'importe quel élément de U, ça, si on ne veut pas dire qu'il est bijectif, parce que sa matrice, il est inversible. Ou bien on peut le vérifier, si A, B appartiennent à R au carré,
est-ce qu'il admet un antécédent? Est-ce qu'il existe xy tel que l'image de xy égale à AB? C'est-à-dire, est-ce qu'il existe un xy tel que x plus y égale au couple AB? Donc x égale à A et y égale à B moins A. Parce que x plus y égale à B, x égale à A, donc y égale à B moins A. Voilà donc l'image, n'importe quel élément admet un antécédent. Donc, car pour la deuxième, quel que soit A, B appartiennent à R au carré, il existe, on a U de A, B moins A, est égal à A, B. Donc n'importe quel élément admet un antécédent. C'est pour cela, c'est juste pour justifier que l'image de U est égale à R au carré. Sinon, vous pouvez dire directement que la matrice de U dans la base canonique, c'est 1, 0, 0, 1, pardon, ici aussi 1. Donc cette matrice est inversible parce que le déterminant, c'est 1 fois 1, est différent de 0. Donc la matrice inversible équivaut à ce que l'endomorphisme U est aussi bijectif et inversible. Vous pouvez le dire directement. Et donc s'il est bijectif, alors le Kerr est égal au singleton 0 et l'image est égale à l'espace d'arrivée. Alors, on a clairement V est stable par Kerr. Pardon, le Kerr qui est stable. Alors, on a clairement le Kerr de U et l'image de U sont stables par V. Mais pour x, y appartiennent à R au carré, U rho V de x, y égale U de V de x, y. On remplace dans l'expression, donc ça fait U de 0, y. Pardon, j'ai inversé les rôles. Donc c'est U de y 0 qui est égal, puis j'utiliserai la définition de U. Donc égal, on a seulement y, donc ici y, et ici y plus 0, donc ça fait y. D'autre part, V rho U de x, y, donc égal à V de U de x, y, égal à V, par définition de U de x, y, donc c'est x plus y, est égal, encore une fois, à la définition de V. V, on a, ici on met x plus y, et ici 0. C'est-à-dire cet élément-là, le deuxième élément. Parce que l'image de x, y, c'est y 0. Donc, qui est égal, qui est différent de U rho V de x, y, si
y différent de 0. Parce que si ce y là égale à 0, différent de 0, donc il ne peut pas être y égale à 0, alors v 0 u de xy est différent de u rho v de xy. D'où u rho v est différent de v rho u. Et donc la réciproque n'est pas toujours vraie. Conclusion, la réciproque n'est pas toujours vraie. Sinon, vous pouvez vérifier aussi la matrice de U fois la matrice de V est différent de la matrice de V fois la matrice de U. Parce que la matrice de la composée de deux endomorphismes, c'est le produit des deux matrices. Donc, s'ils sont différentes, c'est le produit différent, alors elles ne commutent pas. En déduire pour n'importe quel lambda dans K, le caire de U moins lambda l'identité de E et l'image de U moins l'identité de E sont stables par U. C'est une application directe de la première question. Pourquoi? Parce que on a U rho cette application-là, cet endomorphisme-là, U moins l'identité de E, commute entre U rho U moins lambda l'identité de E est égale à U au carré moins lambda U, qui est égal, encore une fois, je pourrais factoriser par U de l'autre côté, donc U moins lambda l'identité de E rho U. Alors, il faut faire attention pour ça, parce que pourquoi on a U rho U moins lambda l'identité de E, c'est U au carré. Par exemple, pour un X, donc ça est égal à quoi? Est égal à U rho, ou bien U de moins lambda l'identité de E de X, qui est égal à U de X moins lambda l'identité de X, c'est X. Et donc, ça, c'est U de, puisque l'endomorphisme U est, je viens de dire l'endomorphisme, donc c'est une application linéaire. Alors, c'est U de X moins U de lambda de X, qui est égal à U au carré de X moins lambda U de X. Je pourrais sortir lambda parce que c'est un endomorphisme application linéaire. Donc c'est exactement U au carré moins lambda l'identité de E, pardon, moins lambda U de X. Tout ça juste pour vous dire que si ça est égal à ça. Parce que c'est pas vraiment clair. Après, on va s'habituer à ceci. On fait comme le produit. Donc, voilà. Et puisque ces deux endomorphismes commettent entre eux, alors, on a, puisque U rho U moins l'identité est égal à U moins l'identité rho U, alors, caire de U moins lambda l'identité de E et l'image de U moins lambda l'identité de E sont stables par U.
Voilà, c'est ça ce qu'on va essayer de rajouter dans notre schéma. Si vous avez deux endomorphismes qui commettent entre eux, c'est-à-dire U rho V égale V rho U, alors le Ker et les marges de V sont stables par U. Exercice 2, on se donne un sous-espace d'un espace E et F une base de cette sous-espace. F, E, une base complétée par les éléments de l'espace de F pour donner un espace de E. La question, montrer pour un endomorphisme de E l'équivalence suivante. F stable par U équivaut à ce que la matrice de U, donc la base E, c'est de la forme A, 0, B, C. Avec A est une matrice, c'est la matrice de U, donc F, la restriction de U sur F. Donc c'est U de F. Est une matrice de taille d'ordre P. D'abord, le sens direct. On va supposer que l'endomorphisme est stable par U. Pardon, supposons que F stable par U, c'est-à-dire U de F est inclus dans F. Et démontrons que la matrice de U sur la base E est de la forme suivante. Qu'est-ce que nous pourrions sortir de U de F est inclus dans F? On a déjà F, c'est engendré par la base E1 jusqu'à EP. Et on sait que U de F est inclus dans F. Alors, quel que soit I appartient à 1 P, l'image de U de E de I reste dans F, parce que ça est un élément de F. Et donc, si on veut la matrice de U dans la base E, ici on aura l'image de E de 1, ainsi de suite jusqu'à U de E de P, et on continue U de P plus 1 jusqu'à U de E de N. Et ici, les éléments de E1 jusqu'à En. Alors, puisque E de I appartiennent à F qui est engendré par E1 jusqu'à EP, pardon, alors cet élément-là, il va s'écrire sous la forme E de I, sous la forme I égale 1 jusqu'à, pardon, K égale 1 jusqu'à P, alpha K fois EK. Pourquoi? Parce que c'est un élément de cet espace-là qui est engendré par E1 jusqu'à EP. C'est-à-dire n'importe quel élément, on peut l'écrire en fonction des E1 jusqu'à EP. Et donc, ici j'aurai alpha 1 jusqu'à alpha P. Ainsi de suite. Ça pour le vecteur 1. Et les autres éléments, EP plus 1, 0, 0, 0, 0. Ainsi de suite. Les autres 0, 0, 0, 0. Et ici les éléments. Donc voilà. Et ça, c'est exactement la matrice de U de F dans la base F. Donc voilà, c'est ça l'idée pour l'implication directe. Donc on a U de F inclus dans F. Alors, quel que soit I appartienne à 1 P, il existe
A, I, G allant de 1 jusqu'à P, tel que U de E de I égale à la somme de G égale à 1 jusqu'à P, A, I, G fois EG. Pourquoi? Parce que F égale avec de E1 jusqu'à EP. Et parce que aussi, on a choisi un élément qui est dans F, car E de I appartient à F. Donc, puisqu'appartient à F engendré par ces P éléments-là, c'est une base de F. Donc, il y aura nécessairement des coefficients tels que U de E de I, on peut l'écrire sous cette forme-là. Ainsi, donc, on sait que la matrice de U de F dans la base F, c'est comme suivant. C'est comme ça. Ici, on va noter U de F de E1, ainsi de suite jusqu'à U de F de EP. Et par définition de U de F de E1, c'est exactement U de E1. On va voir ça après. Donc, on a trouvé déjà que U de E1 égale à la somme de, pour I égale à 1. Donc, c'est A1, 1, ainsi de suite jusqu'à AP1. On continue comme ça, la colonne P jusqu'à APP. Voilà, on a trouvé la matrice de U de F dans cette base-là. Et donc, la matrice de U dans la base E est égale, je vais appeler cette matrice-là A, est égale à ici, on va mettre les éléments de A1, 1 jusqu'à A1, AP1, ainsi de suite jusqu'à A1P, APP. Ici, il n'y a que des zéros. La matrice nulle. Pourquoi? Parce qu'on a ici E1 jusqu'à... On écrit le coefficient de chaque élément jusqu'à En. Ici, l'image de E1. Ainsi de suite, l'image de P, l'image jusqu'à En. Nous, on ne s'intéresse pas à ces valeurs-là. L'essentiel, qu'on obtient la forme de cette matrice-là comme suivant. Donc, cette matrice-là est égale à une matrice A fois une autre matrice 0C, où A égale à la matrice de donc F de U de F. Réciproquement, on va supposer que la matrice de U sur la base E, elle est de cette forme-là. Supposons
que la matrice de U sur cette base est de la forme suivante. A, B, 0, C. Avec A est une matrice d'ordre B. Alors, vous pouvez remarquer, puisqu'on travaille dans la base E, donc ça c'est l'image de E1, la matrice A jusqu'à la U de EP. Et ici E1 jusqu'à EP, EP plus 1, ainsi de suite jusqu'à EN. La matrice A est d'ordre B. Donc, les images de U1 jusqu'à UP restent dans la base E1 jusqu'à EP. Et les autres coefficients sont nuls. Alors, pour n'importe quel G compris entre 1 et P, on a U de E de G égale, ou bien appartient directement, appartient à vect de E1 jusqu'à EP. Pourquoi? Parce que on a tous les éléments ici, U de E1 jusqu'à U de EP, les coefficients sont à partir de EP, les autres sont nuls. Donc il est dans le vecteur de E1 jusqu'à EP. Et le vecteur de E1 jusqu'à EP, c'est exactement notre espace F. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire d'où? Donc on vient de démontrer que quel que soit G appartient à 1, P, les éléments de la base, les images de la base, E de EG appartiennent à F. Alors maintenant, n'oubliez pas, notre objectif, c'est de démontrer que ce espace F est stable par U. C'est-à-dire, si je prends un X appartiennent à F, donc X, ça va être de la forme I égale à 1 jusqu'à alpha G, E, G, appartient à F, parce que F est engendré par la base E1 jusqu'à EP. Donc, tous les éléments s'écrivent comme combinaison linéaire des E de G. Je vais vous démontrer que F est stable par U. C'est-à-dire, si je prends l'image de X, montrons que U de X appartient à F. Si je prends un X appartient à F, je dois démontrer que U de X appartient à F pour déduire que F est stable par U. Alors, on a U de X, c'est U de sigma G égale à 1 jusqu'à P, alpha G, E de G, puisque l'application linéaire, alors c'est G égale à 1 jusqu'à P, alpha G, E de G. Or, on vient de démontrer que, quel que soit G, appartient à P, U de EG appartient à F. Et F est un sous-espace vectoriel de E. Pourquoi on vient de dire que c'est un sous-espace? Pour dire qu'il est stable par les combinaisons linéaires. Donc, puisque les U de EG sont dans F, si on multiplie les combinaisons linéaires, ça va rester dans F. Donc, U de X appartient à F, parce que c'est une combinaison linéaire des éléments de F. C'est une combinaison linéaire de U de E, E de G. Et on vient de démontrer alors que F est stable
par U. Et donc voilà, on obtient la caractérisation suivante. Si P de F est une base de F et bêta est une base de E, ici jusqu'à E, P, une base de E complétée par les éléments de la base de F, alors la matrice de bêta est de cette forme-là, équivaut à ce que F est stable par U. Où A, c'est la matrice de la restriction de U sur F. Nous pourrions généraliser ce résultat. Si vous avez des sous-espaces de E supplémentaires, I allant de 1 jusqu'à M, bêta I une base de Fi, et bêta la réunion de ces bases-là, I égale à 1 jusqu'à M, soit une base de E, parce qu'on a une somme directe. Alors, U stabilise les sous-espaces F de I allant de 1 jusqu'à M, équivaut à ce que la matrice de U relativement à cette base bêta soit diagonale par bloc. C'est-à-dire, il est de la forme suivante sur la base bêta qu'on vient de construire. Il est de la forme A1 jusqu'à AM. Sachant que A1, AM, ce sont les matrices de la restriction de U sur F de I. Sur F de I exactement. Donc voilà, c'est une généralisation pour cette propriété-là. Et ici, si on aura E est égal à F plus un autre espace G, on choisit une base de G, alors on aura ici, on va obtenir B est égal à 0. Exercice à travailler, on se pose, ou bien on se donne l'application, la dérivation sur K de X, l'ensemble des polynômes, et F, un sous-espace de dimension finie, non nulle, R. De plus, cet sous-espace stable parfait. La question montre qu'il existe un entier M appartient à N tel que F est égal à Km de X. C'est-à-dire montrer que F, c'est exactement le sous-espace des polynômes de degré inférieur ou égal à M.